Parler de programmation. Je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour, parce que comme je ne vous connais pas tous, je vais vous laisser vous présenter vous-même. Donc rapidement, qui vous êtes, ce que vous faites, quelle société, et puis après on embraye sur les questions. C'est un format qui est très court, qui est de 45 minutes. Donc si on veut aussi laisser la possibilité au public de poser des questions et d'avoir du temps pour discuter avec vous, vous allez voir, vous allez être un peu frustré, je vais être obligé de vous couper quand vous parlez trop longtemps. Donc on va essayer d'être efficace, mais en même temps c'est bien pour le public parce que c'est très concentré, c'est beaucoup d'informations. Et de toute façon, qui fait partie d'une école ? 3. Vous avez tous les 3 des stands à côté, donc en plus on peut vous retrouver après. C'est aussi l'objectif de pouvoir vous retrouver sur vos stands pour avoir des compléments d'information, notamment sur les formations. On va commencer par ma gauche ou droite du public. Ok, bonjour à tous, je suis Michel Simatic, enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris, des écoles de l'Institut Mines Télécom. Je suis là parce qu'en fait on ouvre une option jeux vidéo et moi-même dans le cadre de ma recherche je travaille sur un certain nombre de jeux vidéo. Bonjour, alors contrairement à ce qui est indiqué, je m'appelle Loirensen, Jean-Marc Leroux n'a pas pu venir, mais du coup je pense que c'est aussi bien que je sois là parce que je suis directeur technique d'une entreprise qui s'appelle Aeris et qui fait du middleware pour le jeu vidéo. Le middleware, c'est du logiciel qui n'est pas forcément visible pour le joueur au final, mais qui sert à fabriquer des moteurs de jeu, à optimiser du contenu, voilà. Donc on travaille là-dedans et on est une start-up de 12 personnes à peu près. Donc bonjour, moi je m'appelle Rémi Duché, donc je suis programmeur gameplay senior à Amplitude Studio depuis déjà maintenant à peu près 2 ans. Donc c'est un studio assez récent qui a sorti un jeu qui s'appelle Endless Space il y a de ça 1 an maintenant. Et donc voilà, c'est un studio qui grandit et voilà. Bonjour, je m'appelle Benjamin Baldacci, je suis responsable pédagogique Game Programming et Isart Digital, qui est une école qui a un peu toutes les formations en termes de jeux vidéo. Je vous reparlerai de la formation juste après. Bonjour à tous, donc je suis Eric Bonnet, directeur de Créageux. Nous formons des programmeurs au niveau du jeu vidéo et puis j'ai une seconde casquette. J'ai aussi un studio de développement où nous avons sorti un jeu dernièrement, Exodus, fait par un moteur, réalisé par un moteur maison. Voilà. Plutôt dans le sud ? Oui, je crois, non ? Ah, ça s'entend un peu. Hein. C'est où dans le sud ? Nous sommes à Nîmes. Voilà. Nîmes. Mais on m'a déjà sorti quand même que j'avais un accent belge. Ah ouais ? Oui. Bah, en même temps, ça s'entend pas vraiment belge. Ouais, hein. je crois, mais... Non, c'est fait vraiment plutôt sud, genre Toulouse, Nîmes. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je rebondis sur le programmeur gameplay senior. C'est important le senior, junior. On le voit notamment sur les offres d'emploi. Il y a une grosse différenciation qui se fait sur ce titre-là. Junior, senior, c'est important. Je sais pas si c'est vraiment important. C'est plus pour marquer le niveau d'expérience qu'on peut avoir. À savoir que dans le jeu vidéo, on évolue assez vite dans ses grades, si je puis dire. Parce que moi, je n'ai que 5 ans d'expérience dans le jeu vidéo et je suis passé senior récemment. Donc voilà, c'est vraiment pour indiquer qu'on a déjà une expérience significative dans le jeu, qu'on a déjà participé à des jeux commercialisés. Donc voilà, c'est surtout ça. D'accord, merci. Middleware, on va rebondir aussi sur le middleware. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un middleware ? Alors comme j'expliquais, le middleware c'est un outil qui permet de fabriquer les jeux vidéo. C'est ce que le game developer ou même les designers vont utiliser pour améliorer leur jeu. Alors ça peut être un moteur complet. Si vous êtes encore étudiant, vous apprenez peut-être Unity par exemple, qui est un outil qui est très connu dans le domaine. Ben nous on travaille sur un outil qui est similaire à Unity dans le principe, mais qui est plus optimisé pour les plateformes mobiles et web. Donc ça veut dire qu'on va repartir de zéro, on va refaire un moteur et on va l'adapter à ces nouvelles plateformes, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de jeux vidéo, évidemment, on se limite plus du tout aux consoles, ça va beaucoup plus loin que ça. Et il faut repenser un peu cet écosystème, et c'est ce qu'Unity a commencé à faire. Nous, on continue le chemin sur un autre axe. Donc vous allez proposer un middleware ? Ouais, ça s'appelle un concurrent du Unity ? En quelque sorte, même si c'est compliqué d'un point de vue communautaire, parce qu'effectivement Unity c'est très populaire et très très utilisé. Mais Minco c'est adapté à
des objectifs un peu différents. Et particulièrement, c'est l'optimisation de contenu très détaillé sur plateforme mobile et web. Voilà. D'accord. Sans plugin. C'est une des différences aussi. Ok, donc pour rester un peu focus sur les métiers, aujourd'hui, c'est quel type de programmeur, quelles compétences est-ce que chaque programmeur a un nom spécial? S'il y a des programmeurs gameplay, on l'a vu, des programmeurs IA, des programmeurs moteurs? Ouais, alors pour tout vous dire, on est 12 personnes et il y a 10 ingénieurs dans l'entreprise. Et ce sont avant tout des gens qui sont généralistes sur l'aspect informatique et sur l'aspect 3D, parce que c'est quand même un point important. Mais en dehors de ça, oui, tout le monde a des casquettes un peu intelligence artificielle. Il y a une casquette expert 3D, shader, truc qui blast pour faire des rendus assez jolis. Il y a des casquettes plus architecture. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la conception d'un moteur de jeu, parce que ça évolue, ces choses-là aussi. Mais avant tout, sont des programmeurs quand même. On a aussi des gens qui sont graphistes et évidemment tout ce qui constitue une entreprise, c'est-à-dire commerciaux et gens comme ça. Mais en dehors de ça, c'est avant tout des programmeurs qui sont ingénieurs. D'accord, ils sont tous ingénieurs. Oui, à l'exception d'un ou deux peut-être, mais disons que le profil c'est celui-là. D'accord, le profil type c'est d'un programmeur dans le jeu vidéo. C'est un ingénieur qui a fait une école d'ingénieur. Alors, c'est quoi aujourd'hui les écoles d'ingénieurs dans le jeu vidéo? Il y en a? Spécialisé dans le jeu vidéo, alors je vais pas forcément pouvoir m'exprimer facilement là-dessus parce que je les connais pas. Je sais qu'il y en a évidemment, mais je suis pas forcément bien placé pour dire ça. Moi, je viens d'une école qui s'appelle l'EPITA. C'est une entreprise spécialisée en ingénierie informatique, donc c'est pas spécialement dédié aux jeux vidéo. Mais disons qu'avec ce profil-là, on peut du moins facilement obtenir les compétences qu'il faut pour le jeu vidéo. D'accord. Enfin, cela dit, Epitech et Epita, ils ont des spécialisations un peu jeux vidéo. Alors, il y a des spécialisations qui sont dans l'intelligence artificielle, l'aspect cognitif. Il y a des spécialisations qui sont plus sécurité. Et je pense que la spécialisation la plus adaptée serait celle qui s'appelle MTI. C'est une spécialisation multimédia dans laquelle on va avoir un projet sur lequel on va pouvoir faire un jeu vidéo. C'est un projet assez libre, mais les gens vont avoir tendance à prendre ce genre d'option. D'accord. Michel Simatic. Donc justement, formation. C'est l'école des mines Télécom. Alors en fait, il y a un groupe d'écoles qui se sont unies pour former donc l'Institut Mines Télécom. C'est les écoles des mines et les écoles télécom en fait. Donc toutes les écoles. Donc il y a un ensemble de 12 écoles maintenant qui forment cet institut. D'accord, qui forment l'institut. Voilà. Qui s'appelle École Mines Télécom. Voilà, l'Institut Mines Télécom, et dedans il y a l'école des mines de Paris, l'école des mines de Nantes, d'Alès, etc. Et puis il y a Télécom Paris, Télécom Bretagne, Télécom Sud Paris. Et donc ça, c'est les formations d'ingénieurs? Voilà, toute forme donne une formation d'ingénieur généraliste. Et puis là, ce qu'on sent, c'est que dans certains cas, on aimerait donner une coloration plus forte au niveau du jeu vidéo. Je vais prendre l'exemple de Télécom Sud Paris. On a actuellement deux options. Une option qui est en informatique répartie. Alors l'informatique répartie, c'est quand il y a plein d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Et puis il y a une autre option qui est liée au graphisme, comment on peut faire les plus jolis graphismes possibles, et puis en compressant l'image pour pas qu'elle occupe trop de place, notamment quand on la transfère. Et l'idée en fait c'est de prendre le meilleur des deux options pour des gens qui sont passionnés par le domaine du jeu vidéo. D'accord, oui, c'est pointu quand même, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des programmeurs graphiques. On le voit notamment sur les offres d'emploi, c'est des programmeurs qui sont spécialisés dans la 3D. Il y a encore des programmeurs qui travaillent sur la compression vidéo. On n'utilise pas que des codecs standards. On cherche toujours à les améliorer. On cherche toujours à améliorer les codecs. Vas-y. Ouais, justement sur cet aspect, c'est quelque chose qui redevient très intéressant parce que vous devez être au courant qu'il y a un secteur qui naît, qui s'appelle le cloud gaming, qui consiste à faire du jeu vidéo mais à distance. On va générer l'image à distance sur un serveur, sur des farms de serveurs. Et derrière, on va afficher l'image sur un ordinateur. Donc, on peut être sur un ordinateur très faible en termes de puissance, et puis afficher des graphismes qui sont de ce qu'on appelle les consoles next-gen. Et là-dedans, ça nécessite énormément de compétences qui sont nouvelles aux jeux vidéo, et en particulier l'aspect compression graphique devient à nouveau intéressant sur cet aspect-là. Bon, je rencontrais Nvidia qui m'avait dit qu'ils avaient résolu le problème avec une compression via le GPU en live.
C'est exactement ça, les nouvelles problématiques. Ouais. Bah, ils ont raison, ils veulent vendre leurs cartes. Ah oui, bah ça c'est clair. C'est normal. Programmeur gameplay. Qu'est-ce que c'est qu'un programmeur gameplay? Alors, programmeur gameplay, bon, ça va dépendre un peu des entreprises et de la taille des équipes. Mais dans une petite équipe, un programmeur gameplay, c'est vraiment un programmeur qui touche à tous les éléments d'intégration des mécaniques du jeu. Donc ça peut aller des contrôles du personnage, de la caméra, ça peut aller jusqu'à l'intelligence artificielle, l'interface conception de l'interface graphique, interaction entre les personnages. C'est vraiment, ça peut toucher à tous les domaines de l'intégration des mécaniques de jeu. Ça va dépendre aussi, j'imagine, de la taille de l'équipe, de la taille du studio. C'est ça. Dans une petite équipe, généralement, où il y a peu de programmeurs, c'est des profils touche à tout. Mais après, dans des plus gros studios, on va avoir beaucoup de programmeurs. C'est intéressant aussi d'avoir des profils spécifiques, spécialisés, notamment en intelligence artificielle, ces aspects-là. D'accord. Ouais. C'est quoi ta formation? Donc moi, j'ai commencé par un IUT informatique. Mon but, c'était vraiment de faire une formation très générale, en essayant de me spécialiser dans le jeu vidéo petit à petit. Donc après l'IUT, j'ai voulu continuer, j'ai intégré l'école supérieure de génie informatique, le SGI, qui ouvrait une filière autour du développement de jeux vidéo, de l'intelligence artificielle et de la programmation graphique aussi. Donc à la fin de cette formation, j'ai un diplôme équivalence master, c'est un diplôme d'ingénierie, mais comme c'est une école privée, c'est pas reconnu par la commission des titres d'ingénieur. C'est un bac plus 5, c'est un bac plus 5, voilà. Un diplôme d'ingénieur au sens propre du terme. Mais après, sur mon diplôme, il n'y a pas marqué développeur jeux vidéo, c'est vraiment un titre très, très général. Et par contre, l'avantage de cette formation, c'est que ça m'a permis d'avoir des cours orientés dans le jeu vidéo et d'avoir la possibilité de faire des projets assez libre, et donc du coup j'ai pu orienter un peu mes projets de fin d'année, de fin d'études sur les domaines qui m'intéressaient. Et c'est comme ça qu'après j'ai pu avoir un stage à Ubisoft qui a débouché sur un emploi à Ubisoft. Et puis après voilà, une fois qu'on commence à rentrer dans le jeu vidéo par la voie du stage, après c'est plus facile d'évoluer dans ce milieu. Le plus difficile, c'est d'y rentrer. C'est ça. C'est ça. Ça, je pense qu'on en discutera après avec le public. Isard Digital, c'est quoi les formations aujourd'hui en programmation, justement? Est-ce que ça forme des programmeurs gameplay, des programmeurs IA, des programmeurs je sais pas quoi? Alors aujourd'hui, depuis 4 ans, on a une formation game programming qui dure 4 ans. Donc on a notre première promotion qui sort en 2014. Notre but, c'est pas de former un métier spécifique de la programmation jeux vidéo. C'est justement de former au jeu vidéo dans sa globalité, contrairement aux écoles d'ingénierie classique, dont je viens notamment, qui forment très rapidement aux jeux vidéo en fait en général sur la fin. C'est ce que j'ai fait. Là, le but, c'est dès le début lancer les étudiants sur la programmation pour le jeu vidéo directement. Donc on va commencer bas niveau, on va commencer avec des langages comme le C, etc. Plus moteur en fin de compte. Bas niveau. C'est ça bas niveau dans le sens où aujourd'hui la plupart des développeurs jeux vidéo en fin de compte quand on sort d'école c'est là-dessus qu'ils vont partir. Après parce que moi, quand j'étais petit bas niveau c'était l'assembleur, hein. On est d'accord, c'était l'assembleur. Sur le C comme mais bref. OK donc. Mais aujourd'hui ce qu'on considère bas niveau c'est le C parce qu'après il y a le programmeur gameplay justement qui lui va utiliser d'autres langages de scripting etc. qui sont très haut niveau. Donc en fait on a une formation qui est sur les 3 axes moteur, outils, donc un peu comme ce que vous faites et gameplay. Outils, c'est quoi? Donc c'est les middleware? Outils, c'est middleware. C'est création de middleware, création d'aide aux game designers et aux game artistes pour l'intégration, etc. Et le gameplay, donc ça va être le codage, du scénario. Alors le gameplay, ça va être le projet de fin d'études en collaboration avec les game artistes, game designers et music sound design. C'est un projet qui dure sur 8 mois, où toutes les formations sont en groupe. Cette année, on a des groupes de 12 étudiants qui font une production dans le cadre réel d'une production jeu vidéo. Et à la fin, ils sortent un jeu vidéo complet, fini. D'accord. Ça recrute donc c'est 4 ans de formation. Ça recrute à post-bac, bac plus 1, 2, 3. Alors c'est 4 ans de formation, c'est 2 ans temps plein, puis 2 ans d'alternance. Donc sur les 2 dernières années, les étudiants sont en alternance, donc ils sont déjà en entreprise. Ils trouvent assez facilement, en fin de compte, du travail. Même en alternance. En général, les gens ont peur de l'alternance parce qu'ils se disent que ça va avoir du mal à passer auprès des entreprises. Mais on a des étudiants qui sont aussi bien chez Cyanide que d'autres entreprises assez connues dans le milieu.
Et du coup, on a la première promo qui sort cette année. Mais donc ça répond pas à ma question qui était à quel niveau d'études vous recrutez? Post-bac directement. Post-bac. Oui, n'importe quel bac. C'est un diplôme de bac plus 4. Ça deviendra un diplôme de bac plus 4 parce qu'en fait il faut 3 ans de promotion sortie pour avoir un diplôme. Oui, d'accord. Créageux, les formations techniques, programmation, c'est quoi? Alors, Créageux, on forme des programmeurs depuis 2005. Donc ça fait 8 ans et nous formons donc des programmeurs qui commencent. Alors au départ, nous formions des programmeurs qui sortaient d'IUT ou IUT informatique, bac plus 2, ils avaient 2 ans de formation. Et puis depuis quelques années, on prend essentiellement des bac S qui rentrent directement en première année prog. Et donc là, eux, ils ont 3 ans de programmation spécifique pour le jeu vidéo. On forme des programmeurs en IA, en réseau, enfin tout le besoin essentiel qui fait la construction au niveau programmation d'un jeu, eh bien on les forme à Créageux. Donc à travers bien sûr divers moteurs, divers et variés qu'on change au fil des années, au fil des mois. On essaie de les adapter. Vous avez abandonné VirTools? Oui. Ok, vous êtes passé sur Unity. Voilà, on rentre parmi tant d'autres. On fait du Ogre, du Verge, mais oui, on a laissé tomber. Et puis Shiva aussi. Et Shiva aussi. Voilà. Et là, c'est pas mal Shiva. Oui, c'était pas mal. Et puis c'est une entreprise française. Enfin, et puis exactement. C'était une entreprise française. Oui. Mais Shiva c'était pas mal. Oui, c'était une Unity, on va dire. Oui. Ouais, dommage. Mais effectivement, il faut évoluer et ça change. Alors, peut-être pas tous les ans, mais c'est vrai que ça change quand même. Régulièrement, c'est un peu compliqué pour. C'est la difficulté qu'on a, c'est de s'adapter aux besoins des entreprises et de s'adapter à des nouveautés. Alors, s'adapter, on va dire à Unity, on va pas dire que c'est facile, mais bon, c'est quand même relativement plus simple que d'autres moteurs. Mais quand on a commencé à Créageux, on a travaillé sur du Ogre. Donc déjà, il faut avoir déjà un bon niveau. Et puis nous, en langage, on fait du C, du C++, du Python, du C Sharp. Donc moi, je vous parle de ce qu'on fait. Après, personnellement, je suis pas programmeur, mais mes gars qui bossent en tant que prof, on fait, par exemple, on a un programmeur qui était responsable du MI Montréal. Il est chez nous depuis 8 ans. Et puis après, on a aussi une personne qui s'appelle John Sadi qui travaille dans l'optique militaire. Donc on a des gens aussi qui touchent le jeu, mais qui touchent aussi le serious game, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des élèves qui travaillent surtout dans le serious game. C'est vrai que c'est aussi un secteur qu'il ne faut pas négliger. Ben oui. Le serious game, il y a de plus en plus d'entreprises qui se positionnent sur le secteur et qui utilisent sur le fond, comme son nom l'indique, a priori les mêmes technologies que le jeu vidéo. C'est ça, c'est pas le même public, mais bon, la finalité est la même chose, quoi. Et c'est à peu près les mêmes compétences, même si c'est pas tout à fait aussi technique que du jeu vidéo sur console. C'est ça. Justement, jeux vidéo sur console, est-ce que vous formez, est-ce que vous avez la capacité, la possibilité, ne serait-ce que l'autorisation de former des programmeurs qui vont demain travailler sur PlayStation 3, sur PlayStation 4? Mais justement, on a été éligible par Sony pour la PS Vita. Donc on attend incessamment sous peu de recevoir justement les kits. Pour ceux qui ont travaillé pour Sony, c'est une complexité de pouvoir avoir déjà des réponses, on les a eues, mais après que cette réponse passe dans un autre service pour que l'autre service dise OK, enfin bref, on attend, ça devrait arriver, mais on a été éligible pour la PS Vita, oui. Parce que justement, en gros, les fabricants de consoles bloquaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, ouais. C'est très compliqué. Aux formations pour les écoles, et a priori, il semblerait qu'ils souhaitent aujourd'hui ouvrir justement un peu leurs outils et laisser la disponibilité de ces outils-là aux formateurs et aux écoles. On a travaillé sur Xbox 360 XNA l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà, on essaie aussi de trouver de nouveaux supports et surtout sur des supports sur lesquels ils vont travailler plus tard. Donc il y a déjà la complexité des différents moteurs et la complexité des différents supports sur lesquels il faut travailler. Et, aujourd'hui, ils sont pas là avec moi, mais mon équipe, sincèrement, est formidable là-dessus parce que ils font aussi de la veille technologique. Il faut savoir aussi que le jeu vidéo n'est pas que simplement de programmer, c'est aussi se mettre au courant de ce qui va se passer. Et on forme aussi, par exemple, on est en train de fabriquer notre propre console de jeu qui est finie avec un Beagleboard. Donc on a développé ça le soir en labo avec des élèves et un prof qui
qui les encadre. On a aussi un labo qui développe justement du software pour cette console. Et puis bien sûr, comme c'est à la mode, on va faire une imprimante 3D. D'accord. Donc plein de choses. Mines Télécom, ça va être quoi la différence avec les formations qu'on vient de voir, de suivre une formation chez Mines Télécom? Il y a peut-être un concours d'entrée qui est différent. C'est une école publique ou c'est une école privée, Mines Télécom? Tout ça, c'est des écoles publiques. Toutes les écoles de l'Institut sont publiques, oui, tout à fait. D'accord, les deux qu'on vient de voir, donc Isart Digital et Créageux, sont des écoles privées. Oui. Donc là, c'est une école publique. C'est une école publique, effectivement. Donc la différence, c'est qu'on va... alors c'est une force et une faiblesse, c'est qu'on va avoir des étudiants qui ont une très grande formation généraliste, hein, en fait, et qui vont avoir une coloration jeux vidéo. Je vais prendre un exemple. Une fois, je suis allé en stage. J'étais conseiller de stage d'un étudiant qui était chez Ubisoft, et l'étudiant me dit devant son directeur de stage, il me dit, mais moi, je me sens beaucoup moins fort que telle personne qui sort de telle école dans l'équipe. Et le directeur de stage lui a dit, mais je te demande pas la même chose. C'est pas les mêmes aspects que je vais te demander au niveau technologique. Ça va être ça la différence en fait. On va avoir des étudiants généralistes qui vont avoir des capacités en fait de répondre à des problèmes pointus. Alors je peux donner un exemple, un étudiant en stage chez Ubisoft qui devait programmer sur la Wii en fait les mouvements des cheveux pour un jeu de fitness en fait, et il fallait que le mouvement soit réaliste. L'étudiant s'est plongé dans des équations différentielles, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, pour pondre la bonne chose qui allait donner des mouvements de cheveux réalistes. Ça va être ça la particularité de ces étudiants-là. Et puis une très grande créativité aussi. D'accord. Alors là, la créativité, on va considérer qu'elle est valable pour tous. Voilà. Mais effectivement, donc c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus technique, beaucoup plus maths entre guillemets. Beaucoup plus maths et une capacité, une vision globale aussi des choses, et donc une capacité à descendre dans de la veille technologique et d'intégrer toutes les technologies. On forme des étudiants pas avec la tête bien pleine, mais la tête bien faite, c'est-à-dire qu'ils voient un certain nombre de technos. Par exemple, à Télécom Sud Paris, dans la formation qu'on donne actuellement, on n'apprend pas aux étudiants le C#. Et certains étudiants disent, mais comment on va faire en entreprise? On n'apprend pas le C#. Sauf que ils vont en entreprise et en 3 semaines, ils sont opérationnels sur C# parce qu'ils ont la tête bien faite, quoi. C'est vraiment le point principal. On leur apprend à apprendre, en fait. On leur donne les bases pour aller toujours plus loin derrière en entreprise. D'accord. Est-ce que il y a une nomenclature particulière ou une hiérarchie particulière chez les programmeurs? Par exemple, le programmeur scripting, qui va peut-être justement pas être, qui va faire du gameplay, mais qui va pas être un programmeur C, C++, C#, etc., etc. Je parle même pas d'assembleur. Par rapport à le programmeur gameplay, le programmeur IA, le programmeur moteur, le programmeur réseau, le directeur technique, c'est pareil, le directeur technique, d'où il vient? Est-ce que c'est un programmeur? Donc voilà, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la programmation? Je vais répondre puisque je suis directeur technique. Absolument pas. Alors moi, avant tout, je suis programmeur. Hein. Directeur technique, c'est ce qui est marqué sur le papier, et c'est parce que je dois me prendre les merdes quand il y a des merdes. En gros, c'est ça. Ouais, mais c'est mieux payé. Non, dans une start-up, non. Surtout quand on est fondateur, en fait. Donc, du coup, faut se battre tous les jours. Mais non, avant tout, c'est programmeur. Après, on n'est pas un studio de jeu, donc il y a pas différentes qualifications. Enfin, elles sont pas forcément très visibles, les qualifications différentes. Ouais, mais sans être un studio de jeu, pour le coup, un studio qui fabrique du middleware va être entre guillemets comparable à une grosse unité de R&D ou de moteur chez Ubisoft, par exemple. Ouais, je pourrais dire ça. Ouais, c'est comme ça que ça. C'est comparable. Ouais, ça doit pouvoir se comparer à ça. Je dirais qu'il y a eu un ensemble de gens qui travaillent ensemble. Effectivement, le directeur technique derrière doit prendre des décisions si jamais on doit choisir d'un point de vue technologique ou choisir entre 2 algos parce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais qui prend plus de temps à faire. Voilà, c'est plutôt des décisions comme ça qu'on va devoir prendre. Mais la plupart du temps, ça s'apparente à développer et je suis plutôt d'accord sur cet aspect-là. C'est pas vraiment le langage qui compte, hein. Vraiment ce qu'on va apprendre pendant les études, c'est surtout à se former sur la logique et la méthode de fonctionnement lorsque plus tard on va devoir prendre des décisions et effectivement utiliser des équadifs, alors que ça paraît pas forcément intuitif lorsqu'on fait du jeu vidéo. C'est sûr, ça dépend. Enfin bon.
Quelles sont les qualités qu'on va attendre d'un programmeur, ou plus exactement, quels sont les écueils à éviter quand on s'imagine qu'on est un programmeur pour le jeu vidéo, j'entends, pour le jeu vidéo, et se rendre compte que non, on n'a pas pris la bonne formation. Comment est-ce qu'on va pouvoir éviter aux jeunes qui sont en recherche de formation de choisir la mauvaise formation, ou au contraire de les inciter à y aller? C'est quoi un vrai bon programmeur de jeux vidéo? Pourquoi il fait ça? Alors, la première chose que je remarque, alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est que globalement, tous les gens ont un esprit de contradictoire, un esprit de contradiction, pardon, à vouloir dire, ta solution a l'air bien, mais regarde celle-là. Et c'est souvent quelque chose que je vois chez des gens qui ont effectivement des années d'expérience dans le jeu vidéo, ou plus généralement dans l'informatique, mais c'est vrai dans le jeu vidéo à vouloir dire, ah non mais cette solution elle me plaît pas, je préfère celle-là, et je le vois assez souvent. Donc après, je sais pas si c'est bien ou pas, j'ai pas forcément assez de recul pour pouvoir dire ça, mais je sais pas si vous êtes d'accord de ce côté-là. Contradictoire, donc un peu chieur quelque part. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, quand on a des étudiants qui arrivent juste après le bac, du coup, ils sortent du mode lycée, donc cours magistraux, etc. En général, ils pensent qu'il n'y a qu'une seule solution à un problème. Nous, la première chose qu'on leur montre, on revient sur le truc, ouais. On leur montre directement qu'il y a toujours plusieurs solutions, et que nous, quand on leur donne une correction, c'est pas la correction, c'est une correction. Il peut y en avoir plusieurs. Suivant le prof qui fait la correction, ce sera pas la même. C'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on propose aux étudiants en entrée de première année, pour savoir si ça va leur plaire ou non, on leur fait 3 semaines de formation au C au mois d'août. Et à la sortie de ces 3 semaines de formation, si ça ne leur plaît pas, ils peuvent partir de l'école. Ou s'ils sont partis avant, parce que c'était le mois d'août. Ou s'ils sont partis avant. On en a qui sont partis au bout d'une journée. D'accord, oui. Donc, a priori, ils s'étaient un peu gourés. C'est ça. Quels sont les défauts à éviter quand on est un programmeur ? Il n'y a pas de défaut à éviter. Est-ce que le programmeur je pense qu'il y en a plusieurs, mais dernièrement, il y a une personne bien connue qui m'a dit, qu'il s'appelait Frédéric Rénal. Un programmeur qui fait du bon boulot, c'est justement quand il y a quelque chose, ça fonctionne bien et que ça plante pas. Donc on a trouvé la solution justement à un problème, c'est quand ça plante pas, c'est que ça marche. J'ai pas compris le. Ouais. Non, mais d'accord. Il fallait être dans le trip, mais c'est ça. Quoi. Souvent, ils cherchent des problèmes, à des choses, à résoudre des problèmes qui sont pas encore là. Mais je pense qu'un bon jeu, c'est un jeu qui plante pas, et un bon programme, c'est un programme qui plante pas. Alors, pour un programme, c'est un programme qui plante pas, et a priori qui fonctionnel, qui va rendre le résultat pour lequel il a été lancé. Après, le chemin. Sur un jeu vidéo, c'est peut-être un tout petit peu plus subtil, parce que c'est au-delà de juste un calcul mathématique, et d'avoir un algorithme et une équation. Donc voilà, le truc, c'est on peut prendre ces 50 chemins. Est-ce que le programmeur de jeux vidéo va participer à la création du jeu vidéo? Est-ce que il a son mot à dire, ou est-ce que, entre guillemets, je caricature volontairement, c'est un exécutant à qui on donne un cahier des charges et qui doit coder ce qu'on lui a demandé de coder? Je peux répondre, parce que programmeur gameplay, on est vraiment dans la conception du jeu du début à la fin. Donc effectivement, oui, on peut penser qu'on est un simple exécutant, parce qu'il y a le game designer et le directeur créatif derrière qui vont travailler à réfléchir sur les systèmes à intégrer. Donc ils vont poser tout ça sur papier. Après, ce qu'il faut éviter quand on est programmeur, c'est commencer à dire, ah bah oui, mais moi ça j'aime pas, c'est naze, ça marchera jamais. C'est pas ça le but du programmeur. C'est plus la question, c'est de commencer à intégrer, de réfléchir à l'intégration de cette mécanique. Et au moment où, dans l'intégration, on voit qu'effectivement, il y a peut-être une lacune qui n'a pas forcément été envisagée ou notée par le game designer, parce que c'est impossible de penser du premier coup une mécanique qui fonctionne dans tous les cas particuliers. C'est là le rôle du programmeur, c'est justement de dire, voilà, j'ai vu ça, c'est possible que ça marche pas, on va tester, je te propose cette alternative pour compléter, ou qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment faire des allers-retours avec les personnes qui sont là pour définir quel doit être le jeu. On est un complément en fait, parce que on est en plein dans l'intégration, et on arrive à voir dans tous les cas particuliers qu'on doit intégrer quels sont ceux qui risquent de ne pas marcher. J'ai un exemple tout simple en fait d'un jeu comme ça qui a été influencé par la technique, un jeu qui est assez connu, qui s'appelle Rayman. Donc sur les premiers Rayman, à l'époque où il était en complètement 2D, pourquoi Rayman n'a pas de bras? C'est technique en fait, c'est une problématique technique.
faire des bras qui s'allongent, c'était trop compliqué. Donc un programmeur en soi va être là pour dire non, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Ça c'est, on va dire la plupart des cas. Après le programmeur gameplay lui interviendra plus en fait par son métier sur la création. Effectivement, c'était un problème enfin, à la base, c'est surtout un problème de nombre de sprites et de taille mémoire. Oui, c'est ça. Donc ça permettait de. Enfin, bon, bref. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur vos formations ou sur vos métiers avant qu'on passe aux questions du public, qui vont peut-être enrichir de toute façon ce que. Vas-y. Moi, comme je le disais, j'ai fait l'EPITA, donc école d'ingénieur généraliste en informatique. Mais par contre, j'ai fait une spécialisation recherche au sein du laboratoire de l'école. Alors c'est pas forcément lié aux jeux vidéo, mais c'est vrai que la recherche c'est un secteur qu'on ignore souvent dans le domaine du jeu vidéo, alors que c'est essentiel. Les 3/4 des innovations de la 3D et globalement de la science de l'image viennent du jeu vidéo. Il faut s'en rendre compte et on l'ignore assez souvent. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de chercheurs qui arrivent à faire des calculs très poussés et des choses qui ont rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui utilisent des cartes graphiques, c'est justement parce que les cartes graphiques, le prix des cartes graphiques a considérablement baissé et leur qualité a considérablement augmenté grâce aux jeux vidéo. Donc, quand on fait un peu de recherche, on voit tous ces travaux qui sont connexes et pas forcément visibles pour le grand public. Et je peux que vous encourager à jeter un œil au moins au secteur de la recherche également, qui est absolument, qui est très intéressant et nécessaire aux jeux vidéo en fait. Après, c'est pas indispensable pour devenir programmeur dans le domaine du jeu vidéo, mais c'est toujours intéressant. Il faut savoir lire un papier quand on fait de la programmation. Effectivement, il y a la programmation GPU effectivement sur les cartes graphiques. Elle est là grâce aux jeux vidéo et elle est là avant grâce effectivement à des chercheurs qui ont trouvé des nouveaux modes de calcul hardware. Est-ce que vous avez des questions sur la programmation, la technologie ? Bonjour, alors moi je suis en 3e année de licence d'ingénierie mécanique et je code un peu sur du Fortran et surtout des calculs scientifiques. Fortran c'est un très vieux truc comme vous le savez. Je fais aussi un peu de MATLAB et je voudrais savoir est-ce qu'avec ça commence c'est bénéfique dans le sens où j'apprends une logique, une manière de penser qui est informatique ou c'est quelque chose de complètement différent du C, du C#, etc. Pour moi, vous apprenez avant tout la programmation. Ce qui serait intéressant, c'est que vous disiez, tiens, je vais m'apprendre un nouveau langage, soit l'UA, soit un coup de langage C, que vous regardiez combien de temps vous mettez à rentrer dedans. Je suis assez persuadé que ça va aller très très vite. Bien sûr, les subtilités du langage, si vous partez sur un langage à objet, la connaissance de toutes les librairies pour éviter de réinventer la roue parce qu'elle existe déjà, peut-être vous l'aurez pas, mais je pense que vous allez rentrer très très vite dans les choses. Ensuite, c'est une question de motivation. Il y a une qualité de programmeur que j'ai pas pu dire tout à l'heure, c'est la curiosité. C'est-à-dire ne pas hésiter, la curiosité, la capacité à se remettre en question, à toujours se dire, en fait, je sais beaucoup de choses, mais en fait, je sais rien, et ne pas hésiter à se replonger, mais accepter aussi qu'avec tous vos acquis, vous pouvez aller encore plus loin. Et donc, même avec du Fortran, à mon avis, vous avez dû apprendre à programmer de manière structurée en Fortran, et ça, c'est la base de tous les langages de programmation. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Je voudrais juste dire une chose, il faut voir les langages de programmation uniquement comme des outils permettant de faire quelque chose. Le plus dur, c'est d'apprendre le premier. C'est comme quand vous apprenez à parler. Une fois que vous avez une langue, vous pouvez en apprendre d'autres. C'est exactement pareil avec la programmation, il faut voir ça comme une langue, comme un outil en fait, tout simplement. Avec peut-être 2 niveaux de subtilité, la programmation qui est une première étape et l'abstraction objet qui est une 2e étape et peut-être une 3e justement avec les librairies qui sont pas tellement compliquées mais c'est juste du temps et c'est fastidieux. Oui, c'est ça. Des questions ? Qui veut être programmeur dans la salle ? Oh, quand même, il y en a un petit peu. Tout était clair sur les interventions ? Pas de questions ? De toute façon, vous avez la possibilité de retrouver les 3 écoles au moins sur leur stand, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer, à poser des questions, à vous renseigner sur les formations, les conditions, qu'est-ce qu'elles dispensent, où ça vous amène, etc., etc.
Très bien, je vous remercie et je vous propose d'applaudir nos intervenants. Merci beaucoup. Et on a tenu le timing, c'est parfait. Merci beaucoup à vous.